Bonsoir à tous et merci d'être là. Je sais que ce soir, vous aviez beaucoup de choix en termes d'événements et de conférences. Donc, on est vraiment honoré que vous ayez choisi de venir à ce ciné-débat empreinte sur le thème des ripisylves. Alors, juste pour commencer, je vous rappelle que la soirée est filmée donc, et sera diffusée sur Calédonia le samedi 7 octobre à 10h, et puis multi-rediffusée, et puis ensuite disponible en replay sur le site de la chaîne. Voilà. Cette soirée, elle est organisée en partenariat avec le CRESICA, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le WWF Calédonia et Blue Green Productions. Voilà. Alors, notre thème de ce soir, les ripisylves, des cordons forestiers à préserver. Alors, je voudrais commencer par vous poser une question. Avant d'avoir vu la communication de ce ciné-débat sur les ripisylves, est-ce que vous aviez déjà entendu ce mot, ce joli mot? Non. Levez la main ceux qui le connaissaient, qui l'avaient entendu. Que des initiés, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a bien fait de traiter ce sujet. Alors, on va commencer par un petit cours de latin. Les ripisylves, alors en latin, ripa, ça signifie rive, et silva, la forêt. Donc voilà, ce sont les forêts qui bordent les rivières, les cours d'eau, on va dire. Alors ce soir, on va vous expliquer, grâce à la science, merci la science, où naissent ces écosystèmes et surtout quel est leur rôle écologique. Ensuite, on aura un débat, au cours duquel on parlera de l'état des lieux de cet écosystème, de sa restauration, et puis de tout un tas d'autres choses. Bien sûr, vous participerez activement, je l'espère, à ce débat en posant plein de questions. Voilà, donc pour commencer, je vous propose la projection du film, et puis on se retrouve d'ici 25 minutes pour en parler. Je vous souhaite une bonne projection. Composée d'arbres et de végétaux ancrés sur les berges, la ripisylve est un milieu de transition entre la rivière et le milieu terrestre. Ces cordons forestiers protègent les cours d'eau, mais jouent également un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité forestière. Je vous invite à aller découvrir cet écosystème avec Philippe Birnbaum, qui est botaniste et écologue, et que je retrouve ici à la Wenghi, où l'eau coule à flot. Bonjour Philippe. Bonjour Elisabeth. Écoute, je m'attendais à te retrouver en bas au bord de la rivière, mais toi tu m'as donné rendez-vous sur la crête. Pourquoi? Parce que en fait, regarde ce paysage, ce bassin versant, c'est là que tout prend naissance en fait. Les forêts ripisylves, elles prennent naissance de cette grande forêt de montagne et elles descendent le long des Talweg, donc toutes ces trouées que tu vois là, et elles vont se réunir jusqu'à former la rivière de la Wenghi. Et donc en fait, c'est vraiment une descente de ces forêts qui vont coloniser en utilisant ce petit sillon, ce petit cours d'eau. D'accord, donc si je comprends bien, ce sont des arbres qui s'échappent de cette grande forêt. D'ailleurs, on voit là des espèces de petits cordons forestiers, comme ça, donc qui s'échappent et qui suivent le chemin de l'eau. Ben en fait, tu sais, bon, les plantes, elles aiment l'eau, hein, donc forcément, c'est un milieu où elles aiment bien parce qu'elles ne sont pas du tout dépendantes de la pluviométrie, donc elles vont suivre ces petits cordons d'eau, de disponibilité hydrique tout le temps, et elles vont se réunir comme ça. Donc on a vraiment un mélange de la flore humide qui va rejoindre la flore sèche, et puis inversement, en fait, on pourrait aussi parler des crêtes.
crêtes, puisque les forêts de la forêt sèche remontent le long des crêtes. Donc en fait, ce bassin versant, c'est vraiment le mixte entre ces deux types de forêts que l'on a trop tendance à séparer. D'accord, donc on retrouve les deux dans ces ripisylves également. De quoi est-ce qu'elles sont composées exactement? Et puis quel rôle écologique jouent? Alors ça, pour ça, je te propose, si tu veux, de me suivre. Et puis on va aller directement au pied de ces forêts, mettre les pieds dans l'eau et regarder comment fonctionnent ces plantes, les arbres et les végétaux. On y va? D'accord, ok, Allez, on y va. On va aller par là. Oh, disons, il fait vraiment meilleur ici que sur la crête. Hein. T'as vu quand même clairement la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Une vraie différence de température. Ouais, mais en fait, c'est pas que la rivière. On pourrait penser que c'est la rivière, mais c'est aussi la présence de la forêt. Et en fait, si nous, on se sent bien ici, il faut bien voir que les autres organismes se sentent bien ici, et notamment les animaux. Tout le monde a besoin de cette eau, en fait. Donc tout le monde se retrouve là. Et le fait de se retrouver tous ici dans cet environnement fait que les fonctions biologiques sont rétablies. C'est-à-dire qu'on va avoir plus facilement la dispersion, la pollinisation, les croisements entre les espèces. Et c'est ça qui fait finalement le moteur de la biodiversité. Si on commence à rompre ça, et bien évidemment les plantes et comme les animaux vont avoir du mal à survivre. D'accord, alors là, Philippe, on est vraiment on est dans un cours d'eau avec une ripisylve de chaque côté. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet écosystème comme espèces d'arbres, mais aussi d'autres formes de vie? Alors on trouve plein de choses. On n'a pas que des espèces qui sont adaptées, on a des espèces qui vont profiter de cet environnement. Et donc évidemment, il y a de l'eau en permanence. Donc tu imagines bien que les plantes, c'est quelque chose qu'elles recherchent. Pas trop, parce que si tu vois bien qu'au milieu, il n'y a pas de plantes en fait. On est dans des environnements où là, il y a trop d'eau. Les plantes, elles vont s'accrocher sur les rives. Donc on les voit ici, mais en réalité, tu vois bien que le fait qu'elles soient accrochées sur les rives fait aussi qu'il y a une fixation. Ça va permettre de maintenir ces rives, en fait. Oui, parce que s'il n'y avait pas les racines, là, le sol s'effondrerait. Tout s'effondre, bien entendu, quoi. Ouais. Et donc, le fait qu'il y ait des arbres derrière, il va y avoir aussi des lianes, tu vois. Par exemple, ici, ça tombe bien, c'est la liane à eau. Elle tombe en plein milieu, comme ça, et tout, et elle, dans son milieu, elle ne pourra pas vivre en dehors. Là où on était tout à l'heure, c'est impossible de retrouver cette espèce-là. Donc, on va avoir des plantes qui vont profiter de ce milieu. Évidemment, il y a des petites fougères qui ne vivent que dans l'eau, qui ont besoin de ce genre de trucs. Mais on va surtout avoir une concentration de cette forêt et donc du coup de l'ombre. Et donc tout le monde va se retrouver. Et donc toutes les plantes de sous-bois, par exemple, qui ne peuvent pas vivre en dehors, vont bénéficier aussi de l'effet ripisylve. Et oui, bien sûr. Et puis il y a aussi tout le monde des oiseaux. Effectivement, là on en entend plein chanter. C'est un petit peu masqué par le bruit de l'eau, mais ils sont bien là, hein, les oiseaux. Ah, on a les oiseaux, on a les insectes, la nuit on peut voir les roussettes, tout le monde profite de cet environnement. Et donc le fait que tout le monde profite de cet environnement, ça montre bien que c'est des milieux qui sont extrêmement intéressants et utiles. On est absolument dans un milieu qui est extrêmement important pour le maintien des fonctions biologiques. Ça, c'est vraiment essentiel. Et alors, quel rôle joue cet écosystème? Alors, tout à l'heure, tu me disais donc les racines des arbres permettent de maintenir les berges, éviter qu'elles s'effondrent, mais il y a d'autres fonctions également. Il y en a plein des fonctions. En fait, là, c'est une fonction qu'on appelle structurelle. Ça permet de maintenir une architecture. Et comme tu disais, sinon tout va s'effondrer. En plus, ici, on est dans un méandre. On voit bien que l'eau monte très haut encore. On voit bien qu'elle peut encore monter de plusieurs mètres. S'il n'y avait pas ces arbres, tout partirait. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, regarde par exemple ici. On voit des petites racines, des petits poils absorbants rouges, là. Rouges avec les pointes blanches, tu vois. Ça, c'est vraiment typiquement des éléments qui vont permettre de filtrer l'eau, en fait. Donc, on va avoir une régulation aussi des éléments minéraux. Maintien des sédiments ici. Donc, ça évite que tous les sédiments partent finalement dans le lagon, s'éliminent. Et donc, ça maintient aussi, évidemment, toute une fertilité du sol. Et l'eau, elle est filtrée grâce à ce genre de petites racines qui vont, évidemment, amener une sorte d'épuration des conditions. Et donc, c'est fondamental, ces petites racines. On a une eau très claire. L'eau est claire, aussi, et tu peux même la boire. Il n'y a aucun problème. Quand on est dans l'eau de forêt, notamment quand on est proche de montagnes, l'eau est de bonne qualité. Évidemment, tu retires ça, on va avoir l'ensemble des sédiments qui vont se jeter dans la rivière et une eau qui va être de moins bonne qualité, en tout cas certainement pas transparente comme celle-ci. Mais c'est vraiment un écosystème précieux. Ah, c'est fondamental. Mais très peu connu.
Alors en fait, c'est très peu connu jusqu'à temps que ça disparaisse. Donc, en fait, on est ici dans un environnement, si tu veux, qui est le dernier environnement à disparaître. En fait, quand on coupe les forêts, quand on passe le feu, et bien évidemment, le feu, il a plus de mal à aller jusque dans le bord de la rivière. Donc c'est mauvais signe quand on perd ces forêts, parce qu'en général, on n'est plus capable de revenir en arrière. Et donc vraiment, on voit bien quand on est dans des paysages extrêmement tropisés, dans les vallées, par exemple, agricoles, on se retrouve avec, il n'y a plus du tout ce couvert de forêt. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec de l'eau qui n'est pas du tout régulée. Pendant la saison sèche, il n'y a plus d'eau. Et pendant la saison humide, ça déborde de partout, il y a des ruissellements. C'est le déséquilibre total. Total. D'ailleurs, on a gagné sur tous les fronts. On a perdu ces petits arbres, mais on a perdu aussi toute la régulation de l'eau. Donc c'est fondamental et on ne s'en rend pas vraiment compte en fait de ces petites rivières, alors que tout le monde en profite, même tout le monde en profite le week-end pour aller profiter, et c'est des environnements qui sont extrêmement agréables. On pourrait lister des milliers de fonctions. En réalité, ce que l'on sait, c'est que c'est des environnements fondamentaux pour le maintien et la durabilité de cette biodiversité. Sans ces environnements, on retrouve dans un déséquilibre total. Ouais. Aussi bien pour la biodiversité que pour la circulation de l'eau. D'accord. Alors, justement, le fait qu'il y ait des arbres au bord du cours d'eau, le cours d'eau, il sert aussi de moyen de transport pour des graines. Ben oui. Bien sûr, toutes les arbres qui sont ici, si tu veux, vont utiliser cette voie de transport. Donc les graines vont tomber, certaines graines vont flotter, hein, donc toutes les graines ne sont pas adaptées. Elles vont circuler là-dessus. Mais il y en a d'autres aussi qui vont être transportées par les oiseaux, qui sont aussi ici, et puis par les chauves-souris. Et donc toute cette accumulation de biodiversité va s'aider les uns derrière les autres. Et toutes les plantes que l'on retrouve ici, finalement, vont pouvoir descendre jusqu'à la forêt sèche. Et à un moment donné, on va se retrouver dans un contact avec la forêt sèche et la forêt humide, côte à côte. Donc finalement, ces deux forêts ne sont pas séparées. Ah non. Elles peuvent vivre ensemble. En fait, avant l'arrivée de l'homme, il n'y avait qu'une seule forêt en Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait pas une forêt sèche, une forêt humide. Il y avait une seule forêt et elle couvrait l'intégralité des environnements. Et donc, en fait, on avait toujours des contacts comme ça entre la forêt humide et la forêt sèche. Et notamment, comme on avait vu tout à l'heure, les ripisylves qui permettent d'amener la forêt humide dans des milieux, on appelle ça plutôt des milieux secs plutôt que de dire des forêts sèches. On va plutôt vers les milieux secs. Et puis finalement, inversement, les milieux secs pouvaient remonter le long des crêtes pour aller partager la génétique, la biodiversité avec la forêt humide. Donc en fait, on n'a pas des forêts sèches et des forêts humides. On a une forêt en Nouvelle-Calédonie qui partage des environnements différents. Aujourd'hui, elle est malheureusement très fragmentée. Donc on a l'impression d'avoir plein de petits patchs de forêt. Mais il faut imaginer qu'avant, tout ça, c'était une grande continuité. Au-delà de la biodiversité terrestre, ces cours d'eau qui sont donc entourés par des ripisylves ont aussi une biodiversité particulière. Et j'ai prévu d'aller voir un hydrobiologiste pour qu'il m'en parle. Merci Philippe. Merci à toi Elisabeth. Les ripisylves jouent également un rôle majeur dans le maintien de la vie aquatique, végétale et animale. C'est un lieu de biodiversité précieux et assez peu connu. Aussi, je vous propose d'aller mettre la tête sous l'eau, ici, à Dimbéa, avec Nicolas Charpin, hydrobiologiste, pour lequel les cours d'eau calédoniens n'ont plus aucun secret. Bonjour Nicolas. Bonjour Elisabeth. Alors, je viens te voir aujourd'hui pour découvrir les dessous de la rivière de Dimbéa. Donc toi, tu es hydrobiologiste. En quoi consiste concrètement ton métier? J'étudie tout ce qui est faune aquatique, donc des poissons aux insectes, dans les cours d'eau, les lacs, les marais. Et je fais des inventaires, donc pour cartographier la répartition des espèces, et tout ce qui est suivi environnementaux et études d'impact. D'accord, donc les études d'impact, là où il y a de l'activité humaine. Des activités humaines, des constructions en bord de rivière ou sur les rivières, ce genre de choses, les suivis environnementaux pour voir l'impact de certains ouvrages ou certaines mines sur les milieux aquatiques, par exemple. D'accord. Donc tu as parcouru tous les cours d'eau de Calédonie, tu les connais, on va dire, presque par cœur. Et ici, à Dimbéa, qu'est-ce qu'on peut potentiellement trouver comme faune qui est donc inféodée à ces zones de ripisylves? Et on peut trouver plusieurs espèces. On peut retrouver dans les berges, on peut retrouver des anguilles, c'est aussi des cachettes pour les gros poissons, les carpes par exemple, des crevettes. Mais on a également aussi une espèce intéressante, c'est un syngnathe d'eau douce. Donc un syngnathe d'eau douce, c'est un hippocampe. On a des hippocampes dans les rivières en Nouvelle-Calédonie.
7 espèces en tout, dont une endémique qu'on ne retrouve qu'ici, qu'en Nouvelle-Calédonie, et elle est présente dans la Dumbéa. Donc je te propose d'aller mettre la tête sous l'eau et d'aller essayer de le trouver. Ah bah écoute, avec plaisir. Allons trouver cet hippocampe d'eau douce. On va s'équiper. On met la combinaison, elle est fraîche. Oui, c'est ça. Hein. Bon alors ça y est, on l'a vu. Alors il est vraiment très très fin cet hippocampe d'eau douce, on dirait une brindille. C'est ça, c'est pour ça qu'on le retrouve dans ces habitats. Eh oui. Dans les zones avec de l'herbe, des petits bois, là, et il se met là-dedans et il passe inaperçu. Bah voilà la fameuse espèce endémique de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un petit hippocampe d'eau douce. Son nom c'est Microphis cruentus. C'est une espèce qui a été découverte et décrite de la Dumbéa justement. Et la toute première fois qu'il a été trouvé, c'était dans la Dumbéa. Après, on le retrouve dans d'autres rivières sur la côte ouest de Goro jusqu'au-dessus de Koné, Point-Bout. Ça, c'est une femelle. Comment tu le vois ? Au niveau de... Bon, on voit pas trop là, mais... Par rapport à la poche ventrale, elle n'a pas la poche ventrale. Okay. Et le mâle, il a une poche ventrale pour porter les œufs. Oui. Alors on a vu d'autres choses aussi, on a vu une petite crevette. Des crevettes, oui, on a vu des petits gobies aussi. Ouais. Donc plusieurs petits gobies. Ah, donc il y a beaucoup de vie quand même dans ces habitats là-haut. Il y a de la vie dans ces berges, oui. Alors comment se passe la reproduction de l'hippocampe d'eau douce ? C'est la même chose que pour l'hippocampe d'eau de mer ? C'est ça, c'est le mâle qui garde les œufs. La femelle pond les œufs, le mâle garde les œufs dans sa poche ventrale jusqu'à éclosion. Et une fois que les larves vont éclore, elles vont se faire emporter par le courant. Elles vont descendre jusqu'à la mer. Il va y avoir une phase marine, donc les larves vont rester un certain temps en mer. On ne connaît pas encore trop la durée pour cette espèce. Et après, elles remontent les rivières pour recoloniser les différents cours d'eau. C'est pour ça qu'on retrouve la même espèce dans différentes rivières en Nouvelle-Calédonie. C'est parce que les larves passent par la mer. Ouais, donc c'est vraiment très important cette connexion qu'il y a entre les milieux d'eau douce et le milieu marin. Toutes les espèces de poissons des rivières en Nouvelle-Calédonie, sauf une qui est endémique du Grand Sud, et les espèces introduites. Le Galaxia, dans le Grand Sud, il va jamais en mer. Il va jamais en mer, il fait 100% en eau douce. Et toutes les espèces introduites envahissantes, le tilapia, le poisson million, etc. Ça fait aussi un cycle 100% en eau douce. Mais toutes les autres espèces, donc on en a un peu plus de 70, elles doivent passer par la mer à un moment de leur cycle de vie. Alors qu'est-ce qui se passerait si on détruisait ces cordons forestiers sur les berges des rivières ? Et perd des habitats. Voilà, on perd ces habitats et pour l'hippocampe par exemple, c'est son préférenda d'habitat. C'est là qu'on va le retrouver principalement. Et donc si on détruit ça, il perd son habitat et il se retrouve à la merci des autres poissons. Et chaque espèce a son rôle écologique à jouer. Son micro-habitat, son rôle. Voilà. De les conserver, de conserver ces habitats. Merci pour cette découverte, avec Nicolas. Plaisir. La ripisylve est un écosystème soumis à de nombreuses pressions, comme le changement climatique, le développement des espèces envahissantes ou encore les aménagements. C'est donc un milieu forestier dont il faut s'occuper de toute urgence. Certains acteurs se sont déjà emparés de la question en lançant une dynamique de reboisement de ces cordons forestiers, comme c'est le cas ici, à Nessadiou, dans la commune de Bourail, où nous allons retrouver notre expert du WWF, Hubert Géraud. .
Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on se retrouve au bord de mer pour parler d'un des rôles écologiques extrêmement importants de la ripisylve en faveur de la protection des récifs coralliens. Ben oui, parce que quand on pense aux menaces sur les récifs coralliens, on pense à quoi? On pense à la surpêche, on pense aux ancrages sauvages et on pense au réchauffement climatique avec l'augmentation de la température, l'acidification des océans et puis des événements météorologiques destructeurs. Mais on pense beaucoup moins aux pressions qui viennent des bassins versants qui font face à nos récifs coralliens et en particulier aux problématiques d'érosion des sols et aux eaux chargées en terre qui arrivent et qui peuvent asphyxier nos récifs. Oui, on le voit bien d'ailleurs après des fortes pluies. Toute cette zone, généralement, l'eau, elle est rouge. Oui, et dans un contexte de changement climatique, en Nouvelle-Calédonie, on s'attend au cours du siècle à avoir d'une part une perte des précipitations sur la côte ouest de 20 à 30%. Donc on aura beaucoup plus de sécheresse, un doublement des vagues de chaleur et des événements pluviométriques plus violents. Ça veut dire quoi au global? C'est qu'on aura un risque plus important d'incendie, donc plus de dégradation de la couverture végétale sur nos bassins versants, donc plus de ruissellement, plus de crues en sévérité et en fréquence, et donc au final plus d'érosion des terres agricoles qui vont finir dans le lagon sur nos récifs. Alors que se passera-t-il si on ne fait rien? Si on ne fait rien, on va avoir une augmentation des phénomènes, donc davantage d'érosion des terres agricoles bourraillaises et davantage de récifs en train de mourir ou voire complètement morts. Donc ça veut dire quoi? Moins de terres agricoles pour produire, donc moins de production agricole au final et moins de ressources lagonaires. Et ce qui va à contre-courant de l'ambition des Calédoniens d'augmenter l'autosuffisance alimentaire. Et il y aurait aussi un impact important sur le tourisme, qui est une ressource économique très importante pour la commune de Bourail et qui est surtout liée à son lagon. Carrément, le tourisme nature à Bourail avec l'agriculture, c'est les deux moteurs économiques de la commune. Donc c'est important de les conserver et d'en prendre soin. Alors on a bien compris la connexion entre la rivière et la mer. Que faut-il faire, mais surtout comment faut-il le faire? Eh bien, il y a différents chantiers. Il y a tout d'abord réduire, éteindre l'allumette qui brûle nos bassins versants. Réduire la population de cerfs et de cochons qui dégradent les sous-bois et participent aussi à l'érosion. Mais aussi ne pas laisser des sols agricoles nus pendant la saison des pluies. Donc avoir des cultures de couverture en inter-grande culture. Et puis protéger et restaurer ces ripisylves, ces cordons forestiers le long des berges, pour pouvoir préserver ces sols agricoles. Parce que ces ripisylves, elles ne vont pas empêcher l'eau des crues de rentrer dans les champs. Par contre, elles vont protéger les berges de l'érosion verticale. Et en ralentissant l'entrée de l'eau dans le champ, elles vont réduire, voire stopper, l'érosion horizontale des terres agricoles. Et donc faire que les eaux qui vont arriver dans le lagon seront bien moins chargées en boue. Alors justement, le WWF a entrepris un projet ici à Bourail. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je te propose de nous y rendre directement, donc de remonter un peu plus en amont sur la Néra et de voir concrètement le début du travail. Écoute, on y va. Et donc Elisabeth, ce projet s'appelle PEREN pour protection et restauration des ripisylves de la Néra. Donc ça a été rendu possible grâce à la collaboration avec la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et le soutien financier de l'initiative Kiwa, qui a pour ambition de soutenir les communautés du Pacifique dans leur résilience climatique en mobilisant des solutions fondées sur la nature. Et nous, notre solution fondée sur la nature, c'est la protection des ripisylves. Alors comment s'articule le projet PEREN, Hubert? Il a l'objectif principal de promouvoir la restauration et la protection des ripisylves pour protéger la terre des agriculteurs bourraillais, mais également leurs récifs coralliens. Il s'articule en 3 volets: connaître, réparer, partager. Donc connaître parce qu'on ne connaît pas grand-chose aux ripisylves et que l'on veut produire des outils pour diagnostiquer, protéger et restaurer. Un deuxième volet qui est réparer,
pour soutenir les agriculteurs bourraillais qui seraient intéressés de protéger leurs bords de rivière en utilisant cette solution fondée sur la nature. On va produire 16 000 arbres pour cela, grâce à 2 associations, Boira Tortue Marine, de l'autre côté de la rivière, et Apoya, l'association des femmes de la tribu de Guapin, Ouérétéo. Et un 3e volet qui est partagé pour que toute l'expérience et les outils produits soient diffusés à travers la Nouvelle-Calédonie. Et puis également, dans le partagé, il y a également mobiliser la nouvelle génération, les jeunes bourraillais, à travers les 2 collèges Louis-Léopold Diette et Sacré-Cœur, qui vont devenir les ambassadeurs de leur ripisylve, avec chacun une pépinière pédagogique et l'accompagnement précieux du CIE. D'accord, donc c'est vraiment un projet qui est profondément citoyen, qui implique tout le monde dans la commune. Ouais. Et ici, donc, on est plutôt sur un projet qui concerne le point numéro 2, réparer. C'est un projet de restauration de la ripisylve. Tout à fait. Ça. Donc on est sur la station d'élevage de Nessadiou, de la Chambre d'agriculture et de la pêche, et le responsable de cette station, donc Alexandre Étuvé, nous témoignait que l'on perdait chaque année, depuis une vingtaine d'années, 1 mètre. Donc le bord de la parcelle recule chaque année, donc il faut reculer chaque année les clôtures. Ah oui, donc ça fait vraiment beaucoup. Hein. Ah oui, oui. On va aller voir ça de plus près ? Avec plaisir. Et donc nous voilà sur une plantation qu'on a réalisée il y a 2 mois, sur une zone érodée de 130 mètres de long. Alors là, je vois que dans la zone de marais, vous avez planté des palétuviers, notamment, je reconnais le palétuvier rouge. Tout à fait, et mixé avec 2 autres espèces de palétuviers, des bruguiera et des avicennia. Et puis ici, derrière, donc sur la partie terre ferme, je vois des palétuviers aveuglants. Oui. C'est ça. Et puis là, une ligne d'arbres de la forêt sèche avec ici l'acropogon et le raporé. Voilà, des grands arbres de forêt sèche qui sont présents en grand nombre sur Bourail. Et à tes pieds, je vois une bouture avec des feuilles assez caractéristiques en forme de cœur. C'est une espèce qu'on connaît bien ici, ça. Bah oui, c'est le bourrao. Et oui. Tu peux en voir des magnifiques sur l'autre berge en face de nous. Ouais. Alors, cette parcelle, dans quelques années, elle devrait justement ressembler à ce qu'on voit en face. Ben, on l'espère vraiment, ce que tu vois en face ou ce que tu vois juste à côté, où tu peux admirer l'enchevêtrement de racines des arbres qui sont adaptés, les arbres de ripisylve, et qui jouent un rôle mécanique de protection des champs bourraillers. Alors ici, on voit vraiment bien le rôle de tampon entre le milieu terrestre et le milieu aquatique que joue la ripisylve, qui doit être considéré comme un véritable partenaire pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, mais aussi pour les opérateurs touristiques et bien sûr pour les environnementalistes. Ben oui, et tous les habitants bourraillais, et je dirais même tous les Calédoniens. Merci Hubert. Merci Elisabeth. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça a été une belle découverte pour vous. Pour moi, en tout cas, ça l'a été au moment où on a travaillé sur ce sujet, parce que c'était, tout comme la plupart d'entre vous, un milieu que je ne connaissais pas. Et je voudrais d'ailleurs remercier Pierre-Yves Leroux, qui est en haut au fond de la salle et qui nous a rendu accessible le premier endroit où on est allé tourner avec Philippe Birnbaum, donc à la Wengi, dans la commune de Boulou-Paris, qui était un espace assez extraordinaire parce que pour accéder à ces sites, c'est très compliqué parce que souvent on est sur des propriétés privées. Donc là, voilà, grâce à Pierre-Yves, on a pu y accéder. Il nous a emmenés partout dans la montagne. Ça a été extraordinaire, une belle découverte pour Philippe Birnbaum, d'ailleurs, qui rêve d'y retourner. Alors, place maintenant au débat. Donc, je vais demander à mes intervenants de me rejoindre. Donc, notre partenaire, Hubert Géraud, du WWF, Philippe Birnbaum, donc du CIRAD IAC, Nicolas Charpin, donc, qui est hydrobiologiste, mais aussi fondateur de l'association Vie d'eau douce. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, cette association permet de faire connaître et de valoriser la faune et la flore des cours d'eau calédoniens.
Régis Duffieux, président du Conseil de l'eau des communes de La Foix, Farino et Saraméa, et Sébastien Huttard, ingénieur du pôle végétal à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Donc, merci à vous tous d'être là et puis surtout d'avoir participé au tournage de cette émission qui était vraiment passionnante. Voilà, merci aux ambassadeurs de l'université qui sont là pour vous apporter un micro sitôt que vous aurez une question. Alors, peut-être pour commencer, moi j'aimerais interpeller donc Philippe et Nicolas sur l'état de santé des ripisylves d'une manière générale dans le monde et bien sûr en particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc, la partie terrestre pour toi, Philippe, et puis la partie aquatique pour toi, Nicolas. On va commencer par la partie terrestre. Alors, les ripisylves, d'abord, merci de m'avoir invité ici C'est juste le rapport. pour discuter de ça. Les ripisylves sont une problématique qui se pose partout dans le monde. Il ne faut pas dissocier la ripisylve finalement de la forêt, hein, puisque comme le précisait tout à l'heure Hubert dans le reportage, on a vraiment une relation entre le bassin versant et la ripisylve, et donc en fait les deux sont complètement connectés. Et donc lorsque l'on déforeste le bassin versant, bien souvent la ripisylve va prendre aussi de cette perturbation. Ce que l'on constate en fait, c'est que les ripisylves ont été pendant très longtemps oubliés finalement des programmes de reforestation, de protection, de conservation. En fait, on avait vraiment deux milieux qui étaient complètement opposés, la forêt d'un côté, l'eau de l'autre, l'eau qui avait un intérêt pour l'agriculture, pour le développement, évidemment, qui était vraiment pour l'humain. Et puis, c'est un peu dans les années 90-2000 où on a commencé à prendre conscience que finalement, la forêt était un énorme allié de l'agriculture et notamment de la disponibilité et du régime hydrique. Hein. Quand je dis régime hydrique, c'est à la fois la quantité et la qualité de l'eau. Et que le meilleur exemple, je pense que c'est la ville de New York qui, dans les années 90-2000, avec un maire qui a été très courageux, a compris que finalement, c'était beaucoup moins cher de restaurer la forêt, le bassin versant et de protéger ces ripisylves, et notamment de discuter avec les agriculteurs de la manière dont on pouvait à la fois concilier le développement agricole et la protection de la ripisylve. Et là, finalement, il s'est avéré qu'en l'espace de 10 ans, la ville de New York a fait des économies qui se comptent en milliards de dollars, et donc en centaines de millions par an pour le fonctionnement, et avec une qualité de l'eau qui est considérée comme une des meilleures eaux dans les milieux urbains, quoi. Donc, oui, voilà. Et donc, finalement, là, je pense que c'est un exemple assez clair. Mais après, bien sûr, partout dans le monde, la ripisylve est un milieu qui est exceptionnel, parce que comme on le voyait, finalement, c'est quelque chose qui souvent se dissocie de l'environnement dans lequel elle circule. Et bon, moi, j'ai eu la chance de vivre longtemps au Mali, donc j'ai suivi ces ripisylves dans le désert, dans le Sahara, et on voit vraiment, on se retrouve finalement avec un contraste entre un milieu parfaitement sec, sur lequel il pleut qu'un mois par an maximum, et puis des forêts qui suivent et qui s'inscrivent dans ce milieu-là. Donc, on pourrait en parler pendant des heures, mais la ripisylve, aujourd'hui, est considérée par beaucoup de pays dans le monde comme quelque chose à protéger et à restaurer avec des visions, pas simplement de protection de la biodiversité, même si c'est moi, personnellement, ce qui m'intéresse, mais avec des visions purement économiques et rentables pour le bien-être de tout le monde. Et donc, on peut décliner l'intérêt de la ripisylve en millions de dollars, quoi. Quel est l'état des lieux en Nouvelle-Calédonie sur les ripisylves? En Nouvelle-Calédonie, je dirais que ça change, c'est à peu près le reflet de ce qui reste sur la planète aussi, hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement fragmenté, mais je pense que, sans être un expert de ces milieux-là, je pense que sur les milieux insulaires, la dégradation des ripisylves est probablement beaucoup plus grave que sur des milieux continentaux ou comme par exemple les grandes forêts amazoniennes, parce qu'effectivement, on a des ruptures brutales de la topographie qui fait que, évidemment, si on a des ruptures de quelques centaines de mètres sur une ripisylve, peut avoir une conséquence jusqu'à la mer, comme on l'a vu tout à l'heure dans les images. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de réglementation spécifique en Nouvelle-Calédonie pour la protection des ripisylves. On ne le lit pas du tout, en tout cas dans le code de l'environnement de la province Nord. Dans la province Sud, on voit qu'il y a une zone qui est protégée pour les milieux humides, mais ce n'est pas du tout spécifiquement la ripisylve. Et en tout cas, ça n'est jamais pris en considération, je pense, comme un intérêt direct pour les populations humaines. On en a encore à protéger éventuellement les ripisylves pour sa biodiversité,
alors qu'en réalité, aujourd'hui, je pense qu'il faut changer le débat et de dire qu'il faut protéger les ripisylves pour le bien-être des citoyens et le développement économique et agricole. Mais aujourd'hui, vraiment, la principale problématique des ripisylves en Nouvelle-Calédonie suit la même chose, comme je le disais au début, que les bassins versants, c'est extrêmement fragmenté. Et donc, en fait, on cumule des ruptures de fonctionnement et des ruptures de corridors et de fonctionnement biologique, dont on ne mesure évidemment que très peu les conséquences sur la biodiversité. Merci Philippe. Alors qu'en est-il justement de la partie aquatique, Nicolas? Bonjour à tous. Comme mon collègue, les ripisylves, elles ramassent un petit peu. En plus de ça, en général, quand on a détruit la végétation, les ripisylves, ce qu'on a tendance à faire pour éviter l'érosion des berges, c'est de bétonner ou de mettre des enrochements. Donc ça accentue encore plus le déséquilibre d'un point de vue biodiversité. Donc, voilà, il fait pas bon être une ripisylve aujourd'hui. Merci Nicolas. Alors Philippe, tu disais que la ripisylve est une alliée de l'agriculture. Alors c'est à Sébastien que cette question s'adresse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie une prise de conscience du monde agricole sur cet écosystème? Oui, le constat est le même, hein. Les agriculteurs sont bien conscients de l'intérêt de la ripisylve et des impacts de sa perte, quoi. Donc, au fil des années, on voit, comme vous avez vu dans le reportage, les érosions sur les berges qui sont assez importantes, hein, la modification des cours d'eau, l'impact des inondations aussi qu'il peut y avoir sur les cultures. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par les agriculteurs. Après, derrière, il y a un peu moins la conscience du service rendu par la ripisylve quand même, de manière plus globale, autre que écologique, quoi, qu'il peut y avoir pour les parcelles agricoles. Je pense par exemple, tu parlais, Philippe, d'écologie ou de biodiversité dans les ripisylves. Et c'est des espaces vraiment importants pour avoir ce qu'on appelle les auxiliaires de culture, par exemple, pour les agriculteurs. Donc, ces insectes amis qui vont pouvoir accompagner la lutte biologique dans les parcelles. C'est aussi des super espaces pour l'ombrage pour le bétail et nombreux autres services qui ne sont pas forcément bien mesurés, mais on sait qu'il y a une importance en tout cas des ripisylves en zone agricole. D'accord. Merci. Et puis une question pour Régis Duffieux, donc le président du Conseil de l'eau des 3 communes, La Foix, Farino et Saramea. Quel est l'état des lieux des ripisylves dans cette région? On parlera de la restauration après, mais déjà un état des lieux. Oui. Voilà, on y arrive. Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que sur le bassin versant de La Foix, c'est assez menacé, hein. On a beaucoup de disparitions où, en fin de compte, un propriétaire terrien ou l'agriculteur, souvent, il va aller cultiver jusqu'au bord de l'eau. Donc là, souvent, toute cette bande est arrachée, détruite. Et puis aussi souvent, quand on a besoin de bois, c'est là qu'on va se servir. Donc c'est vrai que sur des terrains au bord de la rivière de La Foix, c'est très, très sparse, c'est très dévasté, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions? Pas encore? Ça va venir. Alors, parlons de la restauration, toujours avec toi, Régis, puisque vous avez quelques chantiers déjà qui ont commencé. Oui, exactement, hein. Si vous connaissez un peu le village de La Foix, il y a un cric, là, La Foix-Moins, hein, qui passe derrière la piscine de La Foix et qui remonte jusqu'au collège d'État. Toute cette vallée au fond là, ça fait, moi je l'ai connu il y a plus de 40 ans où on avait une savane de paille et puis de fougères et puis le bord du cric avec une source au fond, hein, de la vallée et qui était toujours où il y avait toujours de l'eau dans ce cric là. Et puis là, chaque année il y a eu des feux parce que c'est intérêt communal, les personnes s'en est occupées, quoi. Ça brûle. Et puis heureusement là, depuis les 3 années où il y a eu beaucoup d'eau, donc il y a eu moins de feux. Et là, nous, le Conseil de l'eau, on a proposé à la commune de La Foix d'entretenir les 20 mètres de berge et puis d'y replanter. Donc là, pour l'instant, on est dans la phase de nettoyage. Alors, quand je dis nettoyage, hein, c'est à la débroussailleuse, c'est enlever le guinet. Du coup, moi, j'ai un paillage pour le sol qui va me garder l'humidité. Mais ce qu'on s'est aperçu aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en nettoyant, on retrouve des arbres endémiques
qui sont déjà en place, mais étouffés par la Guinée ou les espèces envahissantes. Donc là, on les dégage. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, ce qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas eu beaucoup de pluie ou pas du tout depuis mars, avril, on a revu peut-être 3 semaines, un mois après qu'on ait nettoyé, déjà des plants, hein, la végétation qui repousse. Donc ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et nous, le but, c'est de replanter. On va essayer de mettre 2000 arbres, mais il en faudrait peut-être 4000. Là, on est déjà à 600 arbres. Et nous, quand on était gosses ou plusieurs anciens, il y a encore un mois, ils me disaient, mais quand on passe au fond de la vallée, il y avait la source. Bon, ben, ça allait de remonter la vallée. On est arrivé jusqu'au fond, on a nettoyé. C'est de retrouver cette source qui a toujours coulé et puis de revitaliser. Parce que là, depuis toutes ces années où il y a eu le feu a tout détruit, quoi. Donc, vous trouvez que de la Guinée, de la sensitive. Ce qu'on fait, on enlève les faux poivriers, on enlève quelques jamonniers, des choses comme ça pour d'ailleurs replanter des espèces de chez nous. Mais on regarde d'abord ce qui va repousser, là, ce qui est du coin, ce qui repousse, endémique, adapté au coin. Et puis après, on va compléter avec ce qu'on va trouver dans la vallée d'à côté. Dans cette vallée, moi, j'ai connu, parce que j'habite dans le coin, et j'ai connu, moi, il y a plus de 30 ans, du pont d'Anus. Bon, avec les feux, ça a été détruit. Mais dans la vallée à côté, à 500 mètres, on a le même pont d'Anus. Donc, on a récupéré des graines, on a remis en pépinière, et puis là, on les remet sur place, quoi. Voilà. Oui, parce que le Conseil de l'eau a sa propre pépinière. Alors oui, voilà, pour nous, hein, tout le monde sait hein, qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Donc, pour éviter le coût des plantations, pour nous, c'est important hein, aussi, et c'est une démarche pédagogique aussi. On a une pépinière, hein, le but, c'est de produire au moins 1000 plants par an. On y arrive, hein, là, je suis déjà à 500, 700 plants qu'on a produits, qui sont pépinières, et puis à la fin de l'année, on pourra bien en planter. Mais pour nous, le Conseil de l'eau, c'est important d'avoir ce côté pédagogique, et puis ce côté aussi de réduire le coût des plantations, quoi. Voilà. Alors justement, parlant des pépinières, Sébastien, toi, tu accompagnes les établissements scolaires dans la création de leurs pépinières. C'est ça notamment pour le projet pérenne. C'est ça, oui. Dans le cadre du projet pérenne, du coup, avec VVF, on a un accompagnement de 2 pépinières pédagogiques dans des collèges. Donc, pour justement pouvoir promouvoir un peu la production végétale pour ces espaces-là. Et à côté de ça, on accompagne aussi des pépinières plus du coup associatives pour arriver à les professionnaliser, pardon, dans un objectif aussi de pérenniser cette production de matériel végétal pour derrière continuer à produire post-projet, quoi. Se dire que après le projet, on continue à produire aussi, on continue à pouvoir mettre en place du coup de nouveaux chantiers a posteriori, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi le Centre d'initiation à l'environnement qui accompagne à la création de ces pépinières et à son fonctionnement. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Fabienne Bourdeau, donc, qui est avec nous dans la salle. Donc, on va lui apporter un micro. Alors, voilà, pour qu'elle nous dise quelques mots. Alors, on va, si on peut, Frédéric, envoyer la slide avec les photos des enfants. Donc, il doit être juste après le film. On va te dire. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir commenter également. Voilà, c'est la première. C'est la deuxième slide. Voilà. Hop. Oui, on va passer. Voilà. On parlera après de... On reviendra sur le projet pérenne avec toi, Hubert, juste après. Donc oui, d'un point de vue pédagogique, il fallait accompagner ces établissements et les jeunes, comme vous, ne savent pas ce que c'est qu'une ripisylve. Donc il faut effectivement d'abord apprendre à lire et à comprendre ce qu'il y a autour de nous. Donc il faut avoir un langage commun, compréhensible de tous. Donc ce n'est pas évident parce qu'on va partir du bassin versant, de comprendre cette dynamique de l'eau, d'où vient l'eau, comprendre son cheminement, comprendre effectivement qu'il n'y a pas une ripisylve, mais des ripisylves multiples et diverses. Et effectivement, là, les photos que vous avez sont sur 2 zones de ripisylves différentes, puisqu'on a la ripisylve en estuaire. Comme vous avez pu filmer en estuaire, il y a une partie mangrove. Donc, on a pu effectivement comprendre l'organisation des ripisylves d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire en partant de la faune et de la flore qu'il y a dans l'eau. Et puis après, sur les 20 mètres, comment elle s'organise, cette ripisylve. Comprendre aussi la stratification verticale des forêts.
comment chaque être vivant s'organise, comment cet ombrage qui est si important pour les espèces aussi bien aquatiques que terrestres. Et puis, dans une autre ripisylve, on est remonté vers l'amont. Et donc là, on s'aperçoit effectivement que ça n'a plus le même paysage, ce ne sont plus les mêmes espèces, mais les fonctions restent, je dirais, les mêmes. Donc, c'est déjà important de prendre conscience de son environnement proche, d'apprendre à le regarder, de le comprendre. Et puis, faire ces interventions, c'était comprendre aussi les fonctionnalités des arbres, les fonctionnalités des ripisylves et des forêts. Et puis comprendre les menaces. Donc là, les menaces, elles ont pu être vécues sur le terrain, observées sur le terrain, voir certaines solutions qui avaient été engagées, notamment avec le vétiver, comprendre un petit peu les expérimentations, qu'est-ce qui se met en place, comprendre qu'il faut aussi de la diversité. Il faut recréer les ripisylves, donc il faut recréer la biodiversité végétale notamment, qui viendra après permettre la biodiversité faunistique, si je puis dire. Et en même temps, il fallait préparer, je dirais, le relais, comprendre pourquoi on va mettre en place une pépinière dans mon établissement et quel va être mon rôle, moi, dans mon établissement par rapport à cette pépinière. Donc, c'est tout un long travail, un long cheminement, mais en tout cas, ce que je peux témoigner, c'est que l'ensemble des jeunes dans les 2 collèges ont une motivation énorme, qui est une belle dynamique, une belle synergie. Et ce que j'espère du fond du cœur, c'est que tout plein d'autres établissements sur l'ensemble du territoire puissent bénéficier de ce regard, de s'intéresser à ces milieux-là et de comprendre finalement, effectivement, qu'il n'y a pas de séparation des milieux les uns par rapport aux autres. C'est une chaîne qui va de l'amont à l'aval et qu'il faut protéger tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Oui, Hubert. Allô, oui. Je voudrais vraiment féliciter le travail de Fabienne, qui est vraiment exceptionnel auprès de ces 2 établissements. En effet, ils sont extrêmement motivés, les enfants. Et dans notre philosophie de collaboration, ce que l'on souhaitait, c'était arrêter de faire de la sensibilisation pour de la sensibilisation. Ce sont les enfants de Bourail, donc c'est leur rivière. Ils en jouissent, mais ils en sont aussi responsables. Et ils vont en hériter de leurs parents, qui auront fait des bonnes et des mauvaises choses. Et donc, toute la philosophie du projet, c'est de leur dire, vous pouvez déjà être des acteurs du changement, et donc des acteurs des solutions à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui, comme l'a très bien dit Fabienne, c'est que, voilà, moi j'aurais pu vouloir aller très vite en disant, voilà, il faut la pépinière. Et Fabienne a su mettre toute l'antichambre pour préparer les enfants, leur donner une vraie conscience du sujet. On les a emmenés plusieurs fois donc sur le terrain. Ils sont donc sortis de la classe, ils ont vu la réalité des choses avec Fabienne et les super institutrices qui travaillent avec toi. Et là, voilà, dans 2-3 semaines, grâce à Sébastien, on aura une pépinière pédagogique dans chacun des 2 établissements et les gamins vont commencer à produire des plans qui seront après qu'eux-mêmes offriront pour les chantiers de 2024 et 2025. Donc voilà, les enfants deviennent déjà acteurs de la préservation et de la restauration de leur ripisylve. Voilà. Oui, bien sûr. On va rapporter le micro. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une complémentarité de ce que l'on fait en classe et de ce qui est fait sur le terrain. Notamment quand on a préparé les sorties terrain pour comprendre ce qu'il y a autour de nous, et notamment sur la problématique des fonctionnalités des ripisylves. Je vois la deuxième, c'est parce que je vois la deuxième photo, vous voyez qu'il y a des appareils. Donc quand on va dans la théorie dire que la ripisylve, elle apporte 5 degrés pour rafraîchir aussi bien la faune aquatique, oxygéner l'eau, et que l'on va dire que derrière le bétail va bénéficier d'un bien-être et donc va produire plus de masse musculaire, etc. Donc on va bien montrer l'importance aussi bien écologique, fonctionnalité écologique, et aussi par rapport à l'agriculture. On a fait les mesures. On a été mesurer les températures de l'eau dans les ombrages, ripisylves en bonne santé avec de l'ombrage. On a été mesurer les températures, l'humidité, etc. dans des ripisylves dégradés. Et on a pu constater, et c'est important pour les jeunes, ils ont pu constater que c'était pas juste, voilà, bon, on m'a dit que.
Non, on l'a mesuré, on l'a quantifié. Et aujourd'hui, pour eux, c'était très important parce que mettre en place la pépinière derrière, ça va avoir du sens. Ce sens, on peut tous produire des plantes quelque part. Mais quand on donne du sens aux choses, qu'on a pu constater par soi-même, on devient un super acteur et avec une motivation hors pair. Donc ça, c'est aussi très important d'un point de vue éducatif. C'est pas simplement des messages qu'il faut faire passer, il faut construire ces questionnements. On construit des questionnements, après on prouve, on fait des mesures, on fait des choses comme ça, et après on s'interroge. On émet des hypothèses, on s'interroge et on va mettre des choses en place derrière. Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est des beaux projets de longue haleine, mais avec des super acteurs de demain. Donc j'ai confiance en l'avenir pour les ripicides, malgré tout. Merci Fabienne. Bien, bravo, oui, on peut l'applaudir. Et j'ajoute que ces collégiens ont beaucoup de chance de vous avoir, le CIE, le WWF, la Chambre d'agriculture, tous ces partenaires motivés et très enthousiastes. Aussi, vous savez communiquer vos connaissances et ça, c'est vraiment extrêmement important. Est-ce que vous avez des questions à présent? Oui, on en a une ici. Bonsoir. Est-ce que vous faites des appels à bénévoles ou est-ce qu'individuellement, on peut aider aussi? J'entends parler des enfants, mais est-ce que quand on a du temps, est-ce qu'on peut faire quelque chose individuellement? Excellente question, Hubert. Alors oui, vous pouvez devenir bénévole au CIE, vous pouvez devenir bénévole au WWF. D'ailleurs, normalement, alors il y a eu un petit changement, mais samedi, on devait remonter avec un pool de bénévoles sur le chantier que vous avez vu, parce il y a un prestataire qui a eu connaissance de notre travail et qui va broyer des arbres qui doivent être abattus le long d'une voie. Et il nous offre 15 mètres cubes de paillage. Et donc, avec nos bénévoles et des amis de Bourail, on doit, quand ils auront livré ce broyat, l'étaler. C'est du travail. Donc, on le fera un samedi. Donc, il faut s'inscrire comme bénévole d'abord sur notre page. Et ensuite, comme ça, vous pourrez nous rejoindre avec plaisir. Merci. Une autre question? Oui. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question sur la protection des ripisylves. Les ripisylves, sur la côte ouest et particulièrement sur ces grandes propriétés, sont surtout des autoroutes à cerfs et à cochons. Et c'est des milieux qui sont ouverts sur la montagne. Et on remarque depuis plusieurs années qu'il n'y a plus rien qui pousse. Je suis assez inquiet, moi, de l'état de ces ripisylves parce qu'il n'y a pas de régénérescence possible à l'heure actuelle de ces cordons forestiers et je les vois condamnés à mourir très rapidement, moi. Oh, je suis un peu pessimiste, je suis désolé, mais... Donc, est-ce qu'on pourrait m'expliquer un petit peu la façon dont vous voyez ces protections en milieu ouvert? Alors vous avez complètement raison. C'est pour ça aussi que je les ai cités, même si ce n'était pas le vrai sujet, mais je l'ai cité dans le reportage cerfs et cochons. On a constaté encore tout dernièrement, pas au niveau de la ripisylve de la Dimbéa, un petit peu plus haut, on était sur un chantier de restauration samedi. Pour la première fois, on a des fouilles de cochons à un endroit où on n'avait jamais vu. Donc il y a vraiment une progression de ces animaux très destructeurs. Là, clairement, ça va demander de la cohérence sur l'ensemble des actions du même bassin versant. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des programmes qui font des opérations de régulation sur certains secteurs, de cerfs et de cochons, de la promotion de piégeage, donc la mise à disposition de cages de capture de cochons, qui marchent assez bien. Vous avez de l'autre côté, malheureusement, des gens qui vont accepter de piéger chez eux ou de chasser davantage, et puis vous allez avoir des propriétaires qui ont un peu le syndrome Bambi, et qui veulent avoir des troupeaux énormes, etc. Donc, je dirais qu'il y a déjà un débat de société au sein du même hydro-socio-système, d'un même bassin versant, pour que tout le monde s'aligne un minimum sur le sujet. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, en effet.
Il y aura de la mise, par exemple, dans le cadre du projet, il n'y aura pas de mise en défend avec du grillage à cerf, parce que ça coûte trop cher au kilomètre. Par contre, on va financer des clôtures supplémentaires pour empêcher le bétail d'approcher la rivière. Donc ça, c'est déjà sur certains secteurs. Ça va être un progrès énorme, hein, parce qu'il y a des pays où c'est interdit, où le bétail, par exemple en Nouvelle-Zélande, c'est en 1995, ils ont interdit justement l'accès du bétail aux cours d'eau. Et donc ça a permis d'enclencher un phénomène de restauration des ripisylves assez important. Donc je dirais qu'aujourd'hui, moi j'ai pas de baguette magique, mais il va falloir de la cohérence entre les différents propriétaires, des accès aussi à des sites pour faire de la chasse et du piégeage, parce que ça aussi c'est un souci. Et puis en effet d'avoir une espèce d'union sacrée sur ce sujet, parce que en effet c'est pas juste en replantant ou en mettant de la clôture à bétail qu'on va sauver la ripisylve. Et c'est pour ça aussi que dans le projet, c'est une approche qui est, que je dirais, douce, dans le sens où le but, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on n'a pas la légitimité de ça. Le but, c'est de nourrir un débat de société avec les gens du coin pour progressivement faire reconnaître l'ensemble des avantages d'avoir une ripisylve en place comme quelque chose qui mérite de changer un peu ses habitudes, de chasser par exemple davantage ou de cultiver un peu moins près. Pour un agriculteur, par exemple, accepter de reculer son champ, en tout cas sa culture, donc de perdre de la surface agricole, perdre aujourd'hui, mais pour gagner demain si la partie perdue est regagnée par la ripisylve. Donc, je dirais que j'ai pas une vraie réponse à votre sujet. C'est une vraie épée de Damoclès, mais il y en a trois. Vous avez quand même ces invasions biologiques, cerfs-cochons. Vous avez la question des feux, qui est toujours pas réglée. On a encore moins de moyens dans le ciel qu'il y a 2 ans. Et puis ces questions d'aménagement de l'espace rural. Mais donc, il faudra trouver des solutions dans les trois champs. Donc, désolé. Aujourd'hui, vous avez complètement raison. Alors, oui, Régis, et puis après, Philippe complétera également. Je voulais tout dire. Non, c'est vrai, je vais compléter. Hein. Pour nous, c'est un souci de pouvoir planter et puis que derrière, tu as le cerf qui va venir manger. Je pense que aussi, il faut qu'on change nos mentalités dans le pays. Celui qui a une propriété, tu vas le dire, il faut qu'il régule ses cerfs. C'est pas dans nos mentalités. On aime avoir une propriété où tu vois à 3 km et tu vois tous tes cerfs. Donc, c'est vrai que la régulation des cerfs, elle est importante. Le feu, comme a dit Hubert, mais souvent, tu vois, nous, sur la foi, on n'est pas dans... Il y a certains endroits, on va trouver des aides pour réguler le cerf, mais nous, à la fois, bon, par exemple, on a fait un reportage il y a 2 ans sur Dony, là, sur le captage. On n'est pas dans la zone où on peut avoir des fonds pour réguler le cerf. Donc aujourd'hui, on essaie de se battre pour trouver des pièces parce que le bassin versant de la Foix, la forêt, elle est dévastée. C'est une catastrophe écologique. On a une belle canopée, mais les cerfs, tu vois. Et je pense que pour les ripisylves, c'est la même chose aussi. Là, nous, à la fois où on est, là, même dans le village, à la fois, il y a du cerf qui vient sur nos arbres. On a mis quelques kaoris, ils sont venus sur les kaoris. Là, pour l'instant, je ne sais pas si c'est une solution par la nature, mais tous les gens qui se baladent dans le coin, je leur dis, écoutez, allez pas sur la route là, avec vos chiens, allez là-bas au fond. Et puis ça va faire chasser le cerf. Là, ça fait 15 jours que je n'ai pas vu de cerf, mais voilà, c'est un souci. Pour moi, de planter un arbre, puis que derrière, il y a le cerf qui va venir, mais il faut trouver les fonds pour pouvoir réguler, quoi. Philippe ? J'ai juste un tout petit mot à dire. Bon, il y a un peu de positif quand même. Le bord de ces ripisylves, c'est très fertile et ça pousse très vite. Donc il y a une dynamique quand même qui est très favorable. Et finalement, de commencer à investir financièrement dans la restauration biologique à partir de ces ripisylves pour gagner progressivement et élargir un peu le cordon forestier, c'est probablement la solution qui a plus de chances de fonctionner plutôt que de temps en temps, je vois des plantations qui sont faites dans des endroits totalement stériles ou sur des pentes ou sur des crêtes où là, effectivement, il y a peu de chances que ça marche. Après, moi, je suis pas d'accord avec le côté trop cher parce que je pense que vraiment, c'est pas du tout cher par rapport à ce qu'on gagne.
Et donc, en fait, là, c'est vraiment, je me fie par rapport à ces exemples qu'il y a eu à New York ou autre, où là, on gagne ce qu'on investirait vraiment dans une régulation en disant c'est interdit de faire venir du bétail, de protéger pour pas qu'il y ait des cerfs qui arrivent pendant plusieurs années. C'est vraiment largement rentable par rapport à toutes les régulations qu'une bonne ripisylve apporte derrière en aval comme en amont. Donc, moi, je pense que c'est peut-être qu'il faudra arriver jusqu'à perdre beaucoup d'argent pour qu'on comprenne conscience que finalement, à un moment donné, ça coûtera moins cher de protéger, de mettre des grandes barrières, de protéger, d'empêcher les cerfs, de légiférer vraiment plus violemment. Mais à mon avis, la question de l'argent n'existe pas dans ce problématique, puisque tous les pays dans le monde qui se sont lancés dans ces programmes de restauration ont vu le bénéfice en moins de 10 ans. Donc, en moins de 10 ans, ça se mesure sur tous les appareils, comme la dame elle présentait, mais que ce soit sur la qualité de l'eau, que ce soit sur la quantité d'eau, soit sur la régulation. Et donc, je pense que les coûts sont minimes au final par rapport au bien-être derrière et aux bienfaits et même aux valeurs économiques qu'on en retient. Il y a juste quelque chose qui m'est quand même revenu par rapport à la question de Pierre-Yves. Parce que c'est aussi en rebondissant sur ce que disait Philippe, il y a eu une deuxième tentative de texte de loi pour autoriser la commercialisation de viande de chasse. Et ça a été à nouveau abandonné l'année dernière. La première, ça remontait 10 ans avant, je crois. On a eu à travailler sur le texte, on l'a défendu et c'est reparti dans les couloirs politiques et ça a été à nouveau enterré. Donc ça aussi, ça fait partie des solutions. C'est de permettre de commercialiser cette viande. Si vous êtes nouméen, c'est très difficile de manger du cerf. Alors du saucisson, très facile. Mais alors manger un morceau de cerf si vous n'avez pas des copains broussards ou en tribu, c'est difficile. Donc ça peut être aussi une partie de la solution. Oui, on a une question. Donc, bonsoir. Alors déjà, je voudrais vraiment vous dire merci parce que je ne connaissais pas du tout ce terme-là de ripisylve ou qu'est-ce que ça signifiait. Et j'espère ne pas parler de sujets qui fâchent, mais j'ai entendu dans les années 90-2000, il s'est passé des choses à New York. Ça fait très longtemps. Ça se compte en 2 décennies. Donc, je voudrais savoir si on a aussi parlé du code de l'environnement. On en a 3 en Nouvelle-Calédonie. Donc, parfois, ils s'opposent dans certains cas ou peut-être ils s'alignent. Mais est-ce que le souci vient de quelque chose... Enfin, là, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans aucun code de l'environnement. Mais est-ce qu'on manque peut-être de quelque chose, d'un métier qui pourrait faire prôner le fait qu'on doit protéger justement les ripisylves ou tout bonnement l'environnement, parce qu'on dit que c'est important, on le voit très bien, c'est ancré dans la culture calédonienne, c'est quelque chose, on a un rapport à la terre. Donc, est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'il y a un manque quelque part? Parce qu'on voit qu'il y a des prises de conscience grâce à vous, grâce à ce reportage. Donc, où est le manque qui fait que les ripisylves ne sont toujours pas protégés aujourd'hui? Sébastien? Oui, vas-y. Oui. Je vais bien essayer à répondre à la question, dis donc. Rapproche bien. C'est vrai qu'il y a pas forcément une référence de ripisylve dans le code de l'environnement. Après, il y a d'autres lois, d'autres réglementations qui existent localement, hein, où on peut entrevoir du coup la notion de ripisylve. Je pense par exemple, en agriculture, il y a la loi sur le phytosanitaire, où il y a la notion de protection des berges avec un espace végétalisé qui permet du coup d'avoir des zones tampons avec l'utilisation de phytosanitaires. Donc ça existe. Après, sur pourquoi on n'en entend pas plus parler, c'était un peu ça la question. En fait, c'était la réflexion que j'ai, c'est qu'il y a aussi cette méconnaissance vraiment de ce milieu-là qu'est la ripisylve, qui est peut-être pas assez caractérisé et pas assez connu par les acteurs locaux pour pouvoir mieux justement la protéger ou la défendre, même s'il y a des grandes, je trouve pas les mots, mais en tout cas, il y a peut-être cette méconnaissance-là qui existe. Et après, sur la question des 3 codes de l'environnement différents, là, quid, je ne sais. Hubert. Peut-être en complément de la réponse de Sébastien, vous posez un vrai sujet avec votre question.
c'est pas reconnu. Philippe en parlait au début. On parle de forêt sèche, de forêt humide. Un écologue va dire qu'il y a une seule forêt. À un moment, il a fallu découper l'espace pour faire avancer les Calédoniens sur le sujet de la protection de leur forêt. Ça a été le cas au début des années, fin des années 90, avec la question de la forêt sèche, qui n'était pas avant reconnue par les Calédoniens comme un milieu. C'était valoriser ces espaces-là, c'était passer un bulle, faire du pâturage ou urbaniser, mais c'était pas reconnu, c'était de la brousse, mais c'était pas un milieu. Et la première étape, c'est un peu dans celle où on est aujourd'hui pour la ripisylve, c'est de commencer à en parler et avec l'aide des scientifiques, de donner un visage à cette forêt, entre guillemets, ce morceau de forêt, parce que on lance pas le débat. Et donc, de faire connaître, et là, Fabienne aimerait bien la formule, c'est derrière connaître et après on aime, et on reconnaît. Et à partir de ce moment-là, quand il va y avoir un nombre critique de personnes dans tous les milieux, dans le milieu agricole, dans le milieu des décideurs politiques, dans tous les milieux socio-économiques, jusque dans les écoles, qui auront entendu parler, qui reconnaîtront la ripisylve comme une forêt d'intérêt, on aura gagné, entre guillemets, la partie. En tout cas, le plus gros sera fait. Mais c'est cette partie-là où on est vraiment là-dedans, grâce au soutien de Kiwa. On fait un galop d'essai. On s'inscrit dans les pas de Régis, qui a commencé avant nous à travailler sur ce sujet sur les communes d'à côté, et on espère bien avoir des collaborations ensemble, et que par la suite il y en ait d'autres à travers le pays qui disent nous aussi on peut faire quelque chose sur le sujet, et ça va devenir un sujet. Et ce mot qu'on découvre et qu'on doit décortiquer, on l'aura calédonisé, et ce sera un sujet et qui rentrera également sur les tables de discussion réglementaires, et je le souhaite, pour que ça devienne, comme vous le disiez, quelque chose qui soit transcrit dans les codes de l'environnement. Alors au moins dans le nord et le sud, parce que les îles n'ont pas de rivière, donc elles n'ont pas de ripisylve, mais au moins dans le nord et dans le sud, ça devrait devenir un vrai sujet. Donc il y aura des indicateurs de progression sur le sujet, mais vous abordez un vrai sujet. La première étape, c'est de faire reconnaître ces petites lignes de forêt, ces forêts-galeries, comme tu les appelles. Oui, Régis. Je vais rajouter, je pense qu'on a besoin de se réconcilier ou de s'approprier nos forêts, nos savanes, nos forêts calédoniennes, parce qu'en fin de compte, on ne connaît pas. C'est l'expérience que j'ai, c'est qu'on a trouvé ça comme quelque chose d'étranger. Vous verrez bien, chez les gens, ils vont plus planter un palmier multipliant, des crotons, les épinus ou d'autres choses comme ça. Ça, vous avez tous les marchés, les vides-greniers, vous en trouvez tout le temps. Mais à part des pépinières spécialisées qui vont produire des plantes locales, endémiques, c'est rare. Donc, je pense que c'est important qu'on se approprie et on vulgarise aussi notre environnement, parce que les gens, pour eux, ça fait un peu bizarre. Moi, je prends l'exemple souvent, on a planté du faux manguier bord du cric. Les gens, il y a du latex blanc, c'est du poison, mais par contre, on va favoriser le jamonnier. Le jamonnier, il n'est pas d'ici. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est une méconnaissance des choses. Et puis, je pense que les gens, quand on leur dit, ça, c'est endémique, ça, c'est rare, ça, on trouve que là, ils découvrent. Nous, on a planté de l'albizia sur la Foix, il n'y en avait plus. J'en connais qu'un pied dans la région de la Foix. On en a replanté. Les gens, quand tu leur dis, l'arbre, il était partout avant, ici, sur la côte ouest, on n'en trouve plus, il a été détruit. Les gens sont émerveillés, tu vois. Mais je pense qu'on a besoin de réapprendre aux gens simplement nos arbres, nos forêts, leur expliquer. Voilà. C'est quelque chose où on va dedans pour chercher du bois, des troncs de fougères ou à la chasse, mais aussi c'est un environnement spécifique qui est d'ici, quoi. Après aussi, moi je travaille surtout avec des milieux canaques des fois, mais moi aussi j'apprends, parce que tel arbre c'est un médicament, tel arbre ça apporte telle chose. Donc on a aussi cet échange avec les gens, mais je pense que il faut vulgariser les choses, il faut leur apprendre. Voilà. Merci Régis. Vous avez d'autres questions? Oui.
Pas d'autres questions? Peut-être, je vais rajouter, c'est vrai que depuis des années, à travers le Code de l'environnement, parce que quand il y a des travaux au bord des routes ou dans des lotissements, des nouvelles structures, la plupart de la végétation comme aujourd'hui, elles sont endémiques. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il faut le noter, j'ai beaucoup remarqué. Ça a bien progressé. Si là, la route de Thomo, elle est étroite, regardez, il y a de beaux arbres de chez nous. Même si Merci Régis. D'autres questions? Alors, pour revenir à la partie économique, Hubert, un projet comme le projet Pérenne, qu'est-ce que ça coûte? Alors ça inclut plein de choses, le projet Pérenne. On avait dit 3 volets. Donc il y a un volet connaître, donc ce sont des études. Donc on va réaliser un diagnostic, mettre au point une typologie, une méthode d'évaluation de l'état de santé des ripisylves, faire l'inventaire sur tout le bassin versant de la Néra et identifier les espèces championnes pour restaurer les ripisylves avec un ensemble de fiches pour pouvoir, des fiches actions pour offrir à qui veut la possibilité de s'investir sur ses propres ripisylves. Donc ça, par exemple, c'est une étude à 5 millions, tout compris, pour arriver au bout avec les outils qui seront diffusés. Donc c'est tout de suite, de toute façon, ça chiffre quand on veut... On aide par exemple les pépinières pédagogiques, chacune c'est un budget de 720 000 francs. Donc, pour mettre en place une pépinière pédagogique, la structure, le matériel à l'intérieur, voilà. Donc, on aurait aimé des solutions, on aurait même aimé dépenser plus d'argent dans les solutions, au-delà de planter des arbres. Il y avait aussi des solutions de refaçonnage de berges. Et dans certains cas, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Mais reprofiler une berge avec des méthodes douces, eh bien, en euros, c'est en gros 70 000 euros les 100 mètres linéaires. Donc, en gros, 8 millions, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Pour 100 mètres. Donc, le coût de la destruction est important. C'est-à-dire qu'on perd les services, mais aussi quand on doit réparer, c'est très cher. Mais le tout du projet, on est en toute transparence, c'est un projet qui a un demi-million d'euros, donc à peu près 60 millions, et qui permet de réaliser les volets d'études, les volets de production d'arbres et de monter en puissance. Donc il y a des... alors on peut peut-être les voir, il y avait une autre slide avant. Voilà, les 2 pépinières. Donc il y a un parc de pépinières à la tribu de Guapin. Il y a une dizaine de femmes engagées dans le projet. Là, on voit celle de Anne-Marie Borécaou, qui est une super pépiniériste avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. Et la pépinière de Boira avec Manu Ernu qu'on ne présente plus. Et là, il y a par exemple un budget pour améliorer leur structure, comme en parlait tout à l'heure Sébastien, améliorer le dispositif, baisser la pénibilité, c'est-à-dire des tables de travail, rien qu'une table de travail. Pour donner une idée, Sébastien, si tu peux nous donner le prix d'une seule table de travail. Une table de travail de 2 mètres de long sur 1,20 m de hauteur à peu près, c'est 45 000 francs. Voilà. Donc, parce que c'est métallique. Le métal, il a flambé aussi, je crois que. Et donc tout de suite, ça chiffre de manière importante. Et donc voilà, on a tout un ensemble de postes de dépenses. Et ce qu'on souhaite, alors ça peut paraître beaucoup, 60 millions, mais c'est rien par rapport à la dimension de la réparation. Et ce que l'on souhaite aussi dans le cadre du projet, c'est comme dans le premier volet, l'étude de tout le bassin versant, on aura une carte de la santé de toutes les ripisylves du bassin versant de la Néra et une évaluation de l'état de santé et des modes de réparation pour chaque endroit de la ripisylve, et donc une évaluation aussi budgétaire pour dire, ben voilà, réparer la ripisylve de la Néra, c'est tant de milliards qu'il faudra mettre sur la table. Donc bien sûr, ce sont des chiffres qui impressionneront. Personne n'a cet argent-là aujourd'hui. Par contre, on est quand même sur une zone UNESCO,
Donc une zone qui, à l'échelle internationale, est regardée de manière privilégiée, un peu aussi comme les bassins versants où travaille Régis, à la fois, et Farino. On est dans la décennie mondiale de la restauration pour les Nations Unies. Donc on espère qu'avec l'impulsion de Kiwa, que derrière, on va pouvoir ensemble monter de nouveaux projets, parce que ce projet s'arrêtera mi-2025, mais que derrière, voilà, c'est pas une fin en soi. Donc, pour aller à la pêche à d'autres financements, gagner du crédit avec ce premier projet, partager avec les partenaires qui ont des connaissances aussi dans le domaine et qui sont intéressés de monter dans cette pirogue d'initiatives partagées. Et puis, rendez-vous en 2025 pour, on espère, déposer de nouveaux beaux projets auprès de bailleurs et aider d'autres partenaires calédoniens. Mais aussi continuer sur l'ANERA, que ce n'est pas en 2 ans et demi qu'on va régler le problème. Voilà. Oui, moi je voulais juste ajouter un petit mot au long discours de Hubert. Effectivement, en fait, c'est rien financièrement. Moi, j'aime bien maintenant prendre des comparaisons un peu plus pragmatiques. Pour vous donner un état d'idée, à peu près un rond-point à Nouméa, ça coûte entre 40 et 60 millions à faire. Donc, voilà, un projet comme ça de réhabilitation des berges, c'est l'équivalent d'un rond-point à Nouméa. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné relativiser. Ça paraît énorme quand c'est un budget individuel pour une personne, mais quand c'est une volonté gouvernementale de mettre en place des systèmes qui permettent d'améliorer à la fois la qualité de la vie, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau, la régulation de la protection de la biodiversité, qui est quand même unique au monde ici en Nouvelle-Calédonie, hein, juste pour dire, il y a quand même 1% des espèces endémiques ici, dans 1% des espèces endémiques du monde végétal qui se trouvent ici en Calédonie. Donc, c'est une responsabilité qui dépasse largement les Calédoniens. Donc, investir un rond-point pour protéger une rivière, pour moi, c'est vraiment rien. Et si on n'est pas capable de le faire, c'est juste parce que c'est une volonté qui n'est pas là, quoi. Enfin, moi, il y a des fois, je préférais me passer d'un rond-point et bénéficier d'une rivière, quoi. Donc, c'était juste, voilà, pour appuyer sur ce... Merci Philippe, on peut applaudir. Alors justement, le projet Pérenne a bénéficié d'une aide financière grâce à l'initiative Kiwa dont tu as parlé, Hubert, qui finance des projets d'adaptation au changement climatique dans le Pacifique à travers des solutions fondées sur la nature. Je précise que c'est l'Agence française de développement qui assure la mise en œuvre de l'initiative Kiwa dans la région Pacifique. Alors, y a-t-il régulièrement des appels à projets? Qui peut y répondre? Eh bien, je vais demander à Aurélie Amib Richard de l'AFD de venir nous en parler. Alors, je vous invite à nous rejoindre. On va mettre la slide, voilà. Je vous donne un micro. Merci beaucoup pour cette belle présentation du projet Pérenne soutenu par l'initiative Kiwa et puis pour me donner l'occasion de parler de ce nouvel appel à projet. Donc l'initiative Kiwa, déjà en quelques mots, c'est un fonds régional pour le Pacifique auquel contribue l'Union européenne, la France au travers de l'Agence française de développement, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui vise à soutenir l'adaptation au changement climatique des pays et territoires insulaires du Pacifique grâce aux solutions fondées sur la nature. Donc peut-être rappeler en quelques mots ce que sont les solutions fondées sur la nature. Ce sont des actions qui visent à préserver, gérer durablement ou restaurer les écosystèmes pour faire face aux défis sociétaux en général, parce qu'on considère, et comme on l'a très bien vu là dans l'émission, que des écosystèmes en bonne santé apportent davantage de résilience aux territoires, aux sociétés, aux économies, et offrent de nombreux avantages. Et donc, nous avons pu lancer l'initiative Kiwa, a pu lancer un premier appel à projet. Le projet Pérenne a été sélectionné dans le cadre de ce premier appel à projet, où 168 candidatures en tout avaient été reçues à travers l'ensemble des pays et territoires du Pacifique pour 18 projets sélectionnés. Donc la compétition a été rude, dont 3 projets en Nouvelle-Calédonie, incluant le projet Pérenne porté par le WWF.
Et donc, face au succès de ce premier appel à projet, nous en lançons un nouveau là en 2023. C'est un appel à projet porté par notre partenaire opérationnel qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui est ouvert jusqu'au 12 novembre, donc qui est ouvert en ce moment, et qui vise donc des projets et des propositions de projets d'adaptation au changement climatique par les solutions fondées sur la nature. Et sont éligibles des porteurs de projets de la société civile, donc des associations, ONG locales, territoriales, nationales, ONG internationales également, ainsi que des structures publiques, donc institutions publiques, locales, territoriales, nationales. En fonction de la taille des projets, ce sont des subventions qui peuvent aller de environ 3 millions de francs à 48 millions de francs. Et pour ceux qui sont donc intéressés, pour les structures intéressées par cet appel à projet, je les invite à se rendre sur la page de l'initiative Kiwa, qui est quelque part. Ah oui, voilà, c'est là-bas. Donc www.kiwainitiative.org, qui renvoie donc vers la page dédiée à cet appel à projet de notre partenaire, de l'UICN, qui donne toutes les informations nécessaires, donc les modèles de notes pour préparer les projets, les critères d'éligibilité, des exemples de solutions fondées sur la nature, et donc l'Union internationale pour la conservation de la nature apporte également un soutien aux candidats, aux porteurs de projets dans la préparation de leurs projets. Donc pour la Calédonie, c'est le comité français de l'UICN qui est basé en Polynésie, qui organise donc des ateliers à distance et qui est disponible pour répondre à l'ensemble des questions. Je crois qu'il y a le contact aussi, voilà, donc chloédesmottes@uicn.fr qui est disponible pour répondre. Voilà, et puis je voudrais aussi en profiter pour remercier le VVF et l'ensemble des acteurs qui sont présents ici, qui contribuent au succès du projet Pérenne, du très beau projet Pérenne, et pour la belle émission qui a parfaitement illustré l'importance de ces ripisylves et du projet. Merci. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Vous avez des questions? Non, toujours pas? Si? Ah si, oui. Merci pour le projet Pérenne qu'on connaît bien et c'est une question un peu ouverte, un peu pour voir l'avenir parce que, comme l'a dit Hubert, le projet a déjà bien démarré, il va se terminer en 2025. Quels sont les leviers, selon vous, aujourd'hui, pour essayer d'anticiper un petit peu la diffusion de ces bonnes pratiques? On va apprendre beaucoup et vous allez nous aider à apprendre beaucoup de ces chantiers de restauration impliquant tous les acteurs. Quelles sont les difficultés que vous savez déjà, sur lesquelles il va falloir travailler en particulier pour aller vers la diffusion et changer d'échelle? Parce qu'on a parlé des arguments économiques qui sont très importants. Il faut changer d'échelle à un moment pour répondre à toutes les questions qui ont été posées, les enjeux qu'on connaît. Et voilà, comment vous anticipez un petit peu ces sujets-là, comment on peut les anticiper voilà, collectivement aussi? Merci. J'appellerai également Sébastien sur la dimension d'accompagnement justement des chantiers, puisque voilà, on essaie d'anticiper sur cette question-là et donc d'avoir des arguments concrets. Donc je ne vais pas dévoyer, je vais laisser Sébastien répondre à cet aspect-là. Je dirais que c'est pas pour rien qu'on s'est associé à la Chambre d'agriculture, qui a bien plus d'avantages que nous, de légitimité à aller parler aux agriculteurs, au monde qu'ils représentent. C'est une chambre consulaire
Et donc de travailler, d'aller mobiliser, soutenir des partenaires qui ont les réseaux, qui ont la connaissance, qui partagent notre point de vue sur la solution fondée sur la nature et qui vont être beaucoup plus habiles et efficaces pour pour partager le sujet avec le monde agricole. Et dans le projet, il y a une dernière phase qui va être une phase de partage, de restitution. Alors, il y a des choses, non, c'est des surprises, je ne peux pas encore en parler, mais l'année prochaine, rendez-vous à la foire de Bourail. Donc, ça va se faire par étapes. Mais je vais peut-être laisser Sébastien pour donner un peu plus de détails sur la manière dont cet aspect, entre autres économique, socio-économique, va être pris en compte pour donner du crédit au changement d'échelle. C'est vrai que quand on parle des agriculteurs de plantation de ripisylve ou d'arbres, ça peut faire peur parce que le premier abord, c'est bon, ok, ça va me coûter combien déjà de planter des arbres dans ma parcelle, quoi? Qu'est-ce que je vais perdre comme surface agricole? Donc là, on a sauté sur l'occasion pour le projet pérenne de pouvoir sensibiliser, nous, d'une part, les agriculteurs. Donc, ça veut dire les accompagner dans le cadre de projets de plantation. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été réalisé, du coup, pour avoir, du coup, là, on a 11 producteurs qui sont sur le bassin versant de la Néra, qui sont intéressés pour participer, du coup, à la mise en place de chantiers de plantation chez eux. Et l'idée, c'est de pas seulement planter et partir, mais de pouvoir vraiment suivre, accompagner, pouvoir vulgariser à fond sur l'intérêt de la ripisylve. Nous, en même temps, on gagne une expertise un peu en faisant ces suivis, parce qu'on va pouvoir récupérer de la donnée technico-économique. Et derrière, à la suite de ça, pouvoir donner des arguments aux agriculteurs sur l'intérêt de ces ripisylves. Donc, je disais, il y avait toute la partie biodiversité auxiliaire, mais il y a aussi la partie intérêt économique du type l'utilisation du bois, par exemple, de la ripisylve ou d'autres, quoi. Et à partir de là, ça va pouvoir, nous, en tant que, du coup, avec les connaissances qu'on aura acquises, de pouvoir encore mobiliser nos réseaux pour pouvoir le diffuser. On va travailler aussi avec des associations de producteurs, comme Repère, par exemple, qui s'occupe de l'agriculture responsable en partie en Calédonie, qui va pouvoir diffuser aussi ces pratiques-là. Et je crois que j'ai fait un peu le tour. C'est un peu dit tout. Hein. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Hubert. Ça répond à ta question. Parfait. Et un petit complément, c'est que le réseau, vraiment, on a, dans la phase de construction du projet, on est allé voir beaucoup d'acteurs et le succès du projet que l'on souhaite, il va aussi être nourri d'acteurs qui ne sont pas autour de la table, mais le Conseil de l'eau de la Néra. Dire qui nous a soutenus dès le premier jour, la mairie de Bourail, dire Olivier Houdan sans le citer, ou monsieur le maire, tout de suite on dit oui, ça nous intéresse et on va vous soutenir, on ira mobiliser les gens du RSMA, etc., nos partenaires. Donc, il y a les coutumiers sont venus nous soutenir et montrer leur intérêt pour le projet dès le premier chantier. Donc, il y a vraiment toute une grande... La ZCO aussi qui l'a inscrit c'est dans son plan de gestion quinquennal. Il y a cette question de ripisylve. Donc, il y a vraiment toute une grande communauté d'acteurs qui vont contribuer et qui seront artisans de cette histoire, quoi. Voilà. Donc, c'est le premier chapitre. J'espère que ce sera un long roman. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question? Philippe, est-ce que tu aurais une petite conclusion à nous faire? Conclusion philosophique, tu veux? Bah, voilà, par exemple. C'est tout à fait mon truc. Non, moi je pense que voilà, on a un peu touché aujourd'hui à la ripisylve. J'ai bien aimé les questions qui ont été posées dans le public et notamment cette question de prise de conscience. Hubert a rappelé la notion de forêt sèche à un moment donné. Pour moi qui suis écologue, je pense que la prise de conscience, elle est de considérer, et ce que disait Fabienne tout à l'heure, c'est que globalement, tout cet environnement est connecté, fonctionne ensemble, quoi. Donc c'est très bien à un moment donné, effectivement, de remettre la ripisylve dans le jeu et de se dire, bon, bah, finalement, celle-là, elle a un lien avec... elle a un intérêt pour moi, c'est qu'elle relie
très facilement la biodiversité au développement économique, à l'agriculture. Donc elle est finalement un trait d'union entre ce que l'on essaye toujours à voir, c'est-à-dire protéger l'environnement et favoriser le développement économique. Donc, mais pour moi, se focaliser uniquement sur la ripisylve sans protéger le bassin versant n'aura aucun sens. Pierre-Yves l'a montré tout à l'heure en parlant des cerfs. Donc, à un moment donné, là, je pense qu'il faut effectivement que l'environnement, aujourd'hui, reprenne une place qui n'est pas simplement une place de loisir ou une place pour ceux qui ont envie d'aller se promener, qui n'est pas simplement, pour moi, la forêt, je la vois comme une espèce de réserve d'espace encore, c'est-à-dire que c'est un endroit qui n'a aucun intérêt. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a appelé ça la jungle, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun intérêt, si ce n'est que l'on peut gagner sur ces terres pour faire de l'agriculture. Donc je pense qu'à un moment donné, et progressivement on y arrive, c'est-à-dire que finalement on a beau prendre des petits compartiments, on s'aperçoit que tous ces compartiments sont connectés. Et donc protéger une forêt sèche, protéger une forêt humide, protéger une forêt d'altitude, une rivière, un bassin versant, tout ça c'est quelque part du bon sens, on va dire, que nos ancêtres qui n'avaient pas ce développement économique matérialisé, mécanisé et autres, prenaient évidemment des solutions fondées sur la nature, parce qu'il n'y avait pas forcément le choix. Donc là, le but, c'est peut-être d'essayer de revenir un peu à des gestions de bon sens, en fait. Et dans le bon sens, l'environnement a toute sa place. Merci Philippe. Bien voilà, ce rendez-vous donc arrive à sa fin. Merci beaucoup pour votre présence, votre attention, vos questions. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve le jeudi 26 octobre pour le dernier ciné-débat de la saison sur le thème « Les oiseaux marins, sentinelles des océans ». On y apprendra le rôle écologique des oiseaux marins. On fera un état des lieux des populations d'oiseaux marins donc présentes en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on mettra en avant une autre initiative Kiwa, puisqu'on ira en province nord participer à un projet, une solution fondée sur la nature, sur le projet Sarah. Et c'est extraordinaire, je ne vous en dis pas plus, parce que je ne veux pas spoiler l'épisode. Mais on est allé dans une région vraiment magnifique, sur un îlot au large de Koumak, participer à cette action. Et ça a été un moment fort. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, ça sera un épisode comme tous les autres, à ne pas louper, passionnant, pour terminer l'année. Et puis surtout, juste avant le début de la saison de reproduction et de nidification de beaucoup d'espèces d'oiseaux marins qui vont arriver sur les lagons, sur les îlots du lagon sud, qui ont déjà commencé à arriver dans le nord, mais qui vont bientôt arriver dans quelques semaines dans le sud. Et donc, il y a vraiment une très, très grande importance à sensibiliser tous les usagers qui se rendent sur les îlots, sur ces oiseaux marins, apprendre à mieux les connaître, apprendre à mieux connaître leurs habitudes, à reconnaître leurs comportements, à les respecter, à ne pas les déranger. Voilà, donc le jeudi 26 octobre à 18h, les oiseaux marins sentinelles des océans. Merci beaucoup et bonne soirée.